Bienvenue dans toutes les France. Des milliers de compatriotes venus des Outre-mer ont combattu sur tous les théâtres d'opération où furent engagées les armées françaises. Mieux les connaître. Objectif de toutes les France aujourd'hui avec nos invités. Pascal Blanchard, bonjour. Vous êtes historien, auteur, réalisateur, commissaire d'exposition. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. On va citer aujourd'hui La France noire aux éditions La Découverte et La France arabo-orientale également aux éditions La Découverte. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Jean-Yves Le Naour, vous êtes historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale et vous allez évidemment nous parler du rôle de tous ces soldats venus des Outre-mer dans la Grande Guerre. Merci d'être avec nous aujourd'hui. De l'autre côté du plateau de toutes les France, Rachid Bouchareb, réalisateur. Vous avez réalisé récemment Hors la loi, Indigène et vient de sortir La voix de l'ennemi, à qui on souhaite beaucoup de succès. Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, monsieur Daniel Maximin, romancier, poète, essayiste. Vous avez écrit notamment L'isolé soleil, qui aborde ces questions d'engagement des Outre-mer dans la guerre, et Aimé Césaire, frère Volcan, aux éditions du Seuil. Merci infiniment, messieurs, d'être avec nous aujourd'hui. Pascal Blanchard, mieux faire connaître le rôle des soldats venus des Outre-mer, c'est aussi un projet qui vous tient à cœur avec Rachid Bouchareb, qui va aujourd'hui permettre au plus grand nombre de mieux connaître l'implication des Outre-mer dans les guerres françaises. Alors, qu'est-ce que vous avez fait exactement? On est parti de l'hypothèse que aujourd'hui, pour transmettre l'histoire, il ne fallait pas forcément qu'avoir des grandes sagas ou des grands films. Et au moment des commémorations et du 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale et du 70e anniversaire de la libération du territoire, on avait peut-être une occasion unique pour notre génération, on s'est dit avec Rachid, de raconter l'histoire de ceux dont on ne raconte jamais l'histoire. Ceux qui sont venus de l'ex-empire colonial, ceux qui sont venus de nos Outre-mer actuels, ceux qui sont venus aussi avec les armées alliées du Canada, de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud. Et on s'est dit, comment on pourrait le raconter autrement? Et l'idée est venue d'avoir des petites pastilles très courtes, de 2 minutes, racontées par des personnalités d'aujourd'hui, qui elles-mêmes vont redécouvrir ces combattants oubliés. On a choisi le temps long, 2 siècles d'histoire. On commence en gros avec les campagnes napoléoniennes, le temps des Mamelouks, de la campagne d'Égypte, jusqu'à nos jours, et de raconter à travers 50 portraits, un par semaine, un héros par semaine, pour se rappeler en commun, dans un format court, de leur histoire incroyable. Parce qu'en fait, ce qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, c'est aller se battre, quand on est d'une région française au front, c'est déjà une histoire terrible, c'est l'histoire de sa vie. Mais quand on vient de 5 000, 10 000, 12 000 kilomètres dans certains cas, pour venir se battre soit dans le froid des tranchées, soit dans la douleur de la Seconde Guerre mondiale, voire encore plus étonnant, dans les campagnes en Italie, au Mexique au 19e siècle, on a du mal à imaginer aujourd'hui l'impact que ça a eu à l'époque, à la fois pour les Français qui ont découvert ces combattants de l'ailleurs, mais aussi pour ces combattants qui ont découvert une terre qu'ils défendaient et qui, pour la plupart, n'avaient jamais vu avant le moindre gramme de sable d'une plage, comme le 6 juin 1944, ou les tranchées de la Somme ou de la Marne. Alors, Rachid Bouchareb, pourquoi cet engagement? Vous avez déjà, à travers de longs métrages, abordé cette thématique de l'engagement de ceux qui étaient loin de l'Hexagone. Dans ce cadre-là, quel est votre objectif? Ce qui était intéressant pour moi, c'est au-delà d'indigènes, par exemple, qui traitaient surtout des soldats maghrébins et d'une partie des soldats africains, ça permettait là d'aller beaucoup plus loin et de faire vraiment un tour, je dirais presque complet, de ces 2 guerres en tout cas. Et voilà, j'avais ce manque à la fin d'Indigène, parce que j'avais écrit un film qui faisait 5 heures. Oui. Où il y avait donc les soldats africains, les soldats nord-africains, des soldats bien sûr métropolitains, et puis il me manquait aussi tout ça, ça m'intéressait, je savais que ça existait, l'Outre-mer avait participé. Donc là, enfin, quand Pascal, il y a eu cette idée au moment de ces commémorations d'aller plus loin et de faire ces 50 films, alors c'est formidable. Là maintenant, je me sens mieux. Jean-Yves Le Naour, est-ce que vous pouvez nous donner une idée du degré d'engagement de tous ces territoires d'outre-mer avec l'armée française, notamment durant la Première Guerre mondiale? Alors c'est vrai que quand on parle de chiffres, cela paraît finalement assez marginal, puisqu'il y a eu 8 millions de soldats mobilisés pendant la Première Guerre mondiale. Et on peut compter sur le terrain européen 400-500 000 coloniaux.
venus surtout d'Afrique du Nord, tirailleurs sénégalais, etc. La part des ultramarins, finalement, elle se réduit à quelques 20 000, 25 000 hommes. C'est une part finalement assez réduite, mais c'est très important dans la mémoire, et surtout dans la mémoire contemporaine. Aujourd'hui, on voit à la façon dont on honore les morts, et en particulier la façon dont on ramène certains corps, et on les enterre aujourd'hui en grande pompe alors qu'ils étaient oubliés, qu'ils dormaient parfois anonymes dans la terre de Verdun. Eh bien, ils représentent effectivement ce sacrifice de la Guyane, des terres lointaines du Pacifique, etc. Et ils permettent aussi de s'approprier cette histoire qui est aussi notre histoire, et non pas l'histoire simplement d'une terre lointaine qui serait en métropole et qui nous intéresserait pas. Ouais. Non, il y a eu une véritable implication, mais qu'on a un petit peu oubliée et qui ressort aujourd'hui. Daniel Maximin, c'est aussi une manière d'affirmer une forme de citoyenneté qui était parfois absente. Oui, d'abord ça montre que l'histoire de France n'est pas faite que par les Français de l'Hexagone, qu'elle est faite par des gens qui sont sur les autres continents, qui étaient les colonisés. Et que ces colonisés ne sont pas que des victimes de la colonisation, ils sont aussi des acteurs des libérations. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, le fait que ça a été occulté, c'est surtout ça. Parce que ça montre que des gens ont été pris, parce qu'on a pris les soldats, comme on a pris ceux de France, c'est pas un volontariat, notamment en 14, mais l'engagement de ces gens dépassait leurs conditions de colonisés et atteignait à la condition, au fond, universelle, puisque ça se passe sur tous les continents, et faisait qu'ils se battaient pour la liberté. Et que ça peut paraître, il y avait un adjudant, c'est Senghor qui raconte ça, qui voyait un volontaire noir, ça c'était en 40, il dit, mais il est sénégalais, volontaire, comment est-ce possible? Et que c'est très important ça pour montrer à la fois cette dimension un peu large de la citoyenneté, avec les problèmes qu'on peut connaître aujourd'hui, d'essais de clôture, de renfermement ou même ratio, etc. Et que ça montre en même temps que ces gens avaient aussi une volonté humaine de se battre pour des libertés, que ce soit contre Hitler, que ce soit en 14 pour la liberté ou dans d'autres occasions, comme en Haïti pendant la Révolution française. Le service militaire n'était pas forcément possible pour tous ces soldats venus d'outre-mer. En 1914, il n'y a pas véritablement de service militaire. D'abord, selon les plans stratégiques de l'armée, la guerre doit être courte. Alors, faire venir des milliers de soldats de Guadeloupe, de Martinique, de l'île de la Réunion, mais la guerre sera terminée avant que ces soldats seront parvenus en métropole. Donc déjà, c'est pas très important. Et puis après, il y a tout les propriétaires terriens qui disent mais on a besoin de main-d'œuvre, qui refusent de laisser partir leurs hommes. Et de l'autre côté, il y a tout ça. Il y a une volonté de partir de la part de la plupart de ces soldats qui souhaitaient se battre pour la France. Ceux qui sont partis au départ, ce sont des volontaires. Certains ont même payé leur propre billet de transport pour se rendre en France, pour s'engager, se rendre en métropole, parce qu'ils ne pouvaient pas s'engager directement. Il a fallu attendre 1915 parce que quand on s'est aperçu effectivement on avait besoin de beaucoup d'hommes, qu'on a élargi très largement le recrutement. Mais avant 1914, demander la conscription et demander le service militaire, c'était une façon de dire nous sommes citoyens à part entière. Mais nous sommes citoyens à part entière, nous devons faire le service militaire. Pascal Blanchard, il y a aussi la découverte des territoires qui est inconnue, les changements climatiques, enfin on ne pense pas à tout ça, mais c'était pas... Ça a été énorme parce que quand on en voit par exemple les tirailleurs sénégalais et les combattants du Maghreb sur le front en 1914, c'est d'abord non pas qu'une hécatombe de soldats, c'est aussi une hécatombe climatique. Ouais. Au départ, le meilleur exemple que l'armée française n'était pas prête à les recevoir sur le sol de France, c'est qu'on ne pense pas qu'il va falloir créer des camps d'hivernage. Jamais ces combattants peuvent se battre en plein hiver. D'abord parce qu'ils n'ont jamais été habitués à ça, ils ne sont pas équipés pour ça, et que par définition, le nombre de maladies ont été incroyables, les problèmes pulmonaires. Donc on va commencer à imaginer un système, mais qui va prendre du temps, qui va dans la Première Guerre mondiale, qui va s'étaler sur toute la guerre, qui va être des hivernages, par exemple, dans le sud-est, dans le sud-ouest. Fréjus, par exemple, va recevoir vraiment jusqu'à plus de 80 000 hommes. Et ça va totalement à la fois fabriquer un pays qui va d'un seul coup découvrir pas simplement des combattants au front, mais qui va découvrir à l'arrière, dans les camps d'hivernage, dans les hôpitaux, une population ou blessée ou en attente de remonter au front. Il va y avoir des camps aussi de formation. On verra passer les troupes hindoues, par exemple de l'armée britannique. On verra des travailleurs chinois qui viennent. Il va y avoir aussi aux Antilles des recrutements de travailleurs sur des postes très spécialisés. Conclusion,
ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, la Première Guerre mondiale, c'est la première véritable rencontre hors de l'espace colonial. Dans l'Hexagone, à la fois des Français découvrent des populations du monde, mais aussi ces populations du monde découvrent le pays dont on leur parlait depuis toujours, mais qu'ils n'avaient pour la plupart jamais vu. Et ça, c'est un moment majeur parce que dans la boue des tranchées, dans la puanteur et la guerre, il n'y a plus de couleur de peau. Hein. Quand vous êtes en train de mourir, tout le monde meurt pareil. Hein. Et ça, personne n'avait imaginé comme ça que ce moment-là, il y aura un avant et un après 14-18. À la fois une déception de ceux qui ne seront pas reconnus comme citoyens pleins et entiers, ils pouvaient donner leur vie pour la France, mais n'étaient pas encore des citoyens pleins et entiers. Et deuxièmement, ils avaient rencontré l'envers du décor colonial. Et ils sont rentrés au pays et ont raconté des histoires, entre guillemets, incroyables, de ce qu'était en réalité le pays des Blancs. Daniel Maximin. Non, je disais qu'ils se rendent compte que le blanc est un homme comme eux. Et que c'est très important, c'est-à-dire la réalité ils font humaine, la même chose, en fait. alors Ils ont que tous non, les non, deux mais alors qu'il y avait dans les colonies l'image du supérieur, le général, le gouverneur, le militaire, le soldat, le missionnaire, etc. Et pas le pauvre petit paysan qui est comme eux. Et c'est très important ça, parce que ça enlevait la dimension raciale, qui se sert toujours de stéréotypes et des choses de ce genre. Que, comme tu disais, ils étaient identiques. Mais c'est très important parce que la conscience ensuite d'une citoyenneté qui dépasse la carte d'identité, elle vient aussi de là, et en même temps la conscience d'une égalité, c'est-à-dire ça explique aussi la bataille pour la décolonisation, ça explique la bataille de mais attendez, on est pareil, hein, on n'a pas le droit de faire ci, on a le droit, on est les mêmes quoi de ce point de vue-là. Donc quelque part c'est aussi une avancée. On se bat contre le même ennemi. On se bat, oui, contre le même ennemi, mais en même temps cet ennemi, attention, c'est pas non plus racial, c'est pas quelque chose. Ah oui, les Boches, etc. Pour le Calédonien, ça veut rien dire. Et donc quelque part, il y a aussi la conscience. Mais pourquoi on se bat? Et c'est ça aussi qui va amener, notamment au moment de la Deuxième Guerre mondiale, la question de la résistance, et que des gens se rendent compte qu'au-delà des causes très précises de telle guerre, l'Allemagne contre la France, etc., il y a une guerre plus grave pour la liberté à l'intérieur de chacun des pays, y compris dans les colonies. C'est en ce sens qu'on peut dire que l'engagement, par exemple, de 14-18 a amené, on le voit très bien chez tous les écrivains comme Senghor et tout ça, une conscience de, mais c'est quoi ces tirailleurs sénégalais? C'est pas simplement des victimes qu'on envoie comme ça, comme chez Rakano. Ce sont aussi des gens qui prennent une conscience et qui vont être les armées, en quelque sorte, de la décolonisation. Ce qui explique d'ailleurs, comme tu viens de le dire, à quel point il y a eu des massacres dès la fin de la guerre 40-45, où il ne s'agissait pas qu'on continue la libération. Et c'est en ce sens-là que le rôle de ces soldats, le rôle de cet engagement est très important. Alors Rachid Bouchareb, dans le cadre de Frères d'Armes, cette série qui nous permet de mieux connaître cet engagement de tous ces soldats venus des Outre-mer, vous avez souhaité qu'il y ait une espèce de pont intergénérationnel et qu'il y ait aussi des artistes, des voix connues qui présentent. Oui, c'était important que il y ait tous ces artistes qui soient même sportifs et qui soient de toutes origines, même je dirais entre guillemets franco-français, parce qu'à un moment on est obligé de préciser ça dans cette société. J'espère que ça va disparaître dans quelques années ou encore un petit peu plus loin dans le temps. Pourquoi vous sentez le besoin de le préciser là ? Parce que c'est comme ça que c'est défini. Par exemple, moi, quand on parle de moi comme cinéaste, on dit, et en ce moment je suis en promotion, le réalisateur franco-algérien. Oui. Donc voilà, donc moi je précise. Mais vous aimeriez qu'on vous... Le cinéaste franco-français. Par exemple, pour cette émission, je vous ai demandé comment vous souhaiteriez être présenté. Et vous ne m'avez pas spécifié que vous vouliez être présenté comme réalisateur. Je vous ai dit, présentez-moi comme auteur, réalisateur, producteur. Exactement. C'est tout. Exactement. Et donc ce n'est pas votre souhait d'être présenté en tant que réalisateur franco-algérien. Non, je dis qu'on est dans la société française, on a encore ce débat. Je dirais, de qui est vraiment français, qui l'est pas totalement. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Qui vous semble aujourd'hui dépassé ou inutile? Oui, dépassé parce qu'on s'accroche à des réflexions comme celle-là qui sont dépassées. Moi qui suis né en France, je vois bien qu'il y a un retard là qui est... Bon. Donc vous avez comblé un peu ce retard en permettant à des voix connues de présenter ces héros des guerres. Et puis c'était intéressant que chacun vienne avec sa propre émotion, sa propre façon de raconter les histoires. À chaque acteur, ou sportif, ou autre, ou chanteur, il disait, voilà, tu racontes avec ton émotion, c'est tout, c'est toi. Mais ce qui était formidable, et on l'a ressenti avec Pascal, c'est que l'engouement quand même de tous ces artistes et sportifs
qui ont accepté, mais tous, pour venir témoigner. Et ils n'ont pas tous lié, ils n'ont pas tous d'histoire aussi avec ça. Et c'est formidable de sentir qu'il y a ces énergies dans la société française. Et je trouve que, et j'en suis sûr que c'est la majorité des Français qui ont envie d'aller là et de partager tout ça. Et je voudrais rajouter par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la décolonisation, c'était le volet de mon second film qui s'appelle Hors la loi, puisque Indigène se finit, et tout d'un coup il y a une prise de conscience par rapport à ce que vous disiez, c'est que bon bah la liberté elle est pour qui? Bah finalement, elle est pour nous. On le sent bien dans les tranchées, on le sent bien quand on est en train de libérer les Vosges ou le sud de la France. Donc, c'est ce qui a amené d'une façon beaucoup plus, je dirais, rapide. Et ça, c'est les échanges que j'ai eus avec Pascal, parce qu'il a participé à toutes les bases d'informations historiques et les échanges qu'on a eus, c'est que ça a accéléré pour certains pays, en tout cas en Afrique, la décolonisation. Le processus d'indépendance. Oui, parce qu'il y avait aussi le fait que tous ces hommes étaient formés à la guerre. Donc après aller dans un maquis, voilà, l'organisation militaire, voilà, tout était là. Alors, la connaissance pour le plus grand nombre, Roland Garros, au-delà de la compétition bien connu à Paris, qui va bientôt débuter dans le stade qui porte ce nom, il y a autre chose, et il y a aussi une voix qui raconte, celle de Roche Dizem. Regardez, Roland Garros, frère d'armes, tout de suite. Le 28 octobre 1918, l'avion de Roland Garros est abattu par un Fokker allemand. Un grand héros français disparaît. Il était né 30 ans plus tôt à Saint-Denis de la Réunion dans une famille originaire de Toulouse. Envoyé comme pensionnaire en France en 1900, il contracte une pneumonie. En 1909, il se découvre une passion, l'aviation. Très vite, il fait partie de ces pionniers des airs et en septembre 1913, il réussit la première traversée de la Méditerranée en avion. Un an plus tard, dès le début du conflit, il s'engage comme pilote. Après avoir participé à de nombreuses missions de reconnaissance et d'observation, il met au point une mitrailleuse tirant à travers l'hélice. Une invention qui va bouleverser les combats aériens. En avril 1915, grâce à ce dispositif, il abat 3 avions allemands et entre dans l'histoire du conflit. Après avoir été obligé de se poser au-delà des lignes ennemies à la suite d'une panne, il est fait prisonnier et ne réussit à s'évader qu'en février 1918. Malgré un état de santé précaire, il reprend le combat, mais 15 jours avant l'armistice, il s'écrase dans les Ardennes. C'est un drame pour tous les Français. Par 2 fois, le lieutenant Roland Garros a choisi volontairement de défendre la France. Son nom est à tout jamais symbole de tous ceux qui, de cette île lointaine, sont venus jusque dans l'Hexagone pour se battre. Pascal Blanchard, Roland Garros... N'était pas un tennisman. Ah oui, mais ça quand même si, mais bon... Et bien, quand on interroge les enfants de France, pour la plupart, ce nom renvoie au tennis. Combien savent qu'il est venu de la Réunion, qu'il s'est battu en 14-18, que c'est un héros des airs? Vous verrez, interrogez les gens, vous serez extraordinairement surpris. Nous-mêmes, on l'a vu, on a discuté avec beaucoup de gens depuis qu'on fait cette série, et les gens découvrent que c'est un combattant de 14, qui venait de la Réunion. Nous a dit c'est Roche pas un nous l'a dit. tennisman. Et c'est ça qui est Ah, intéressant. Roche Dizem compris. Mais bien, il est Mais modeste. beaucoup de gens, je dirais que c'était ce que tu dis, posons la question, faisons un micro-trottoir Et nous, on est parti de ça. On est parti. Arrêtons de penser que tout le monde sait tout. Non. Racontons 50 belles histoires, des fois compliquées, des fois douloureuses. Racontons aussi que des fois, ça n'a pas été l'égalité au bout, qu'ils n'ont pas forcément été récompensés. Mais cette histoire, c'est la nôtre dans sa globalité. Vous avez vu en plus la qualité des archives, le travail des historiens. Jean-Yves est trop modeste, mais il a contribué énormément à cette série comme d'autres historiens. C'est un travail de titan en un temps très court. Pourquoi? Pour dire, concentrons nos savoirs. Travaillant avec des réalisateurs comme Rachid, capables d'amener de l'émotion, travaillant avec une équipe de monteurs, une équipe de son, vous avez chaque film a sa musique. Pourquoi? Il y a de l'émotion dans cette histoire. Et cette émotion, nous sommes peut-être la génération qui doit l'entendre. Si nous ne disons pas ça à nos enfants aujourd'hui,
nos enfants penseront qu'ils sont nés dans un pays où cette histoire n'a jamais eu lieu. Oui. C'est pour ça que ce pays est un pays de la diversité. Là, pour quand ces même, histoires. c'est une histoire assez exemplaire, héros de la Les Première 50 Guerre sont mondiale. exemplaires. Les 50 sont exemplaires. Et celle qu'on vient de voir, en tout cas, Oui. l'histoire qu'on vient de voir, et donc le soldat en question est reconnu, l'aviateur en Bien question sûr. est reconnu. Bien Il sûr. y a un stade qui porte son nom. Un c'est aéroport pas à La Réunion qui porte son nom, Voilà, tout à donc fait. à la limite, là, il n'y avait pas de problème de mémoire ni d'histoire. Non, mais de le raccrocher à une grande histoire. Oui. De le placer dans cette histoire des récits des 50. D'expliquer que c'est comme ça que c'est construit. Ceux qui partaient de ces terres, quelle que soit la couleur de leur peau, sont venus en France pour défendre d'abord peut-être leur vie, mais aussi des idéaux communs, une république. Et c'est devenu tellement abstrait pour les gens de l'U. Qu'est-ce que la république? Qu'est-ce que vivre ensemble avec nos différences? Que c'est bon de rappeler qu'il y a un siècle, certains sont venus se battre sur le sol de France pour dire qu'ils étaient français. Tous sont venus pour ça. Et de le rappeler aujourd'hui, ça vous crée pour tous des arrière-grands-pères communs. Et cette histoire commune fait un présent commun. Et pour ceux qui doutent que le fait d'être ensemble permet de combattre des fois ensemble pour gagner, bah oui, on gagne à Roland-Garros, mais on a aussi gagné dans cette guerre mondiale parce qu'ils sont venus des quatre coins du monde. Et ce que je voudrais dire, Oui, moi, c'est qu'il y a Rachid aussi des centaines et des centaines de milliers d'anonymes qu'on n'a pas pu traiter. Bien sûr. Qui ne viennent pas seulement d'outre-mer, d'Afrique du Nord, du Vietnam ou de Chine, mais qui viennent même de France, parce qu'il y a aussi les frères Ruelland Les frères que je Ruelland, connaissais famille de pas. Breton, Ça, tu extraordinaire. peux le raconter s'il te Bah, plaît, parce que c'est la famille qui a eu, en termes de frères, le plus de morts dans sa famille pendant la Première Guerre mondiale. Il venait de Saint-Malo, mon terroir. Ça, c'était ma province. Et autant que la sienne. Et c'est ce qu'on s'est dit. Raconter ces histoires de nos régions, de nos colonies, comme on disait à l'époque, ou des Outre-mer, c'est une histoire globale et commune. Ça fait partie de notre patrimoine C'est commun quoi leur français. histoire, rapidement? Les Ruelland, ils sont 10 frères dans cette famille, 7 vont mourir dans la guerre 14-18. Et les enfants de France apprenaient dans les années 30 l'histoire de cette famille. Nous, on l'a oublié aujourd'hui, mais tous les enfants de France ont appris le sacrifice des Ruelland, ces combattants venus de Bretagne pour la République. Jean-Yves Le Naour. Ce qui est intéressant, justement, dans les années 30, on apprenait à l'école le sacrifice des enfants Ruelland pour la France. Mais on les donnait comme un exemple. Voilà l'exemple à suivre. Il faut être prêt à mourir pour la patrie. Toujours mourir pour la patrie. Alors qu'aujourd'hui, finalement, quand on parle du sacrifice des frères Ruelland, eh bien, c'est une façon aussi de témoigner de l'horreur des temps, de la barbarie qui a brisé les hommes. Voilà. Ils ne sont pas nés ici et maintenant. Ils n'ont pas eu cette chance-là. Alors ensuite, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Il faut savoir si on veut vivre ensemble, si on veut effectivement se rappeler de cette mémoire commune, ou si on veut vivre séparément. Ce sont les choix qui sont contemporains. Et donc c'est un programme extrêmement civique et citoyen, bien sûr. Sinon, il ne serait pas dans toutes les Bien France. sûr. Et vous l'avez, juste un instant, vous l'avez souligné, vous avez posé la question de Roland-Garros, mais Roland-Garros est presque atypique finalement sur nos... que partiellement, tu as bien répondu, mais... nous avons choisi, Rachid et puis Pascal ont choisi 50 personnages qui sont des sans-grades pour la plupart, des gens dont on n'a jamais parlé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette empathie finalement, avec du récit, et puis de ces hommes de l'ombre qui... Raconter toutes les histoires. Exactement. oui, parce qu'on pense toujours, excusez-moi, hein, je prends la parole et après vous en je vous prie, laisse. Rachid Non, mais on Michel. pense toujours qu'on connaît tout de certaines personnes. Par exemple, moi j'ai découvert un peu avant de faire ça, mais Baker, Joséphine Baker, la chanteuse, eh ben, elle a fait de la résistance. Et Oui. elle a transporté des documents qui étaient, comment je pourrais dire, codés en partition dans le métro. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Daniel Maxima. Il y avait quelque chose qui, à l'époque, faisait, on parle de 14, un peu la cause de l'engagement, c'était ces idées de patrie. Et c'est l'idée qu'il n'y a plus aujourd'hui, qui est remplacée par une idée qui est plus large, qui est celle, au fond, de citoyenneté, de république, etc. Senghor en parle là encore au moment où il était prisonnier, en disant « mort ». Pas pour la patrie, mort pas pour la France, entre guillemets, mort pour la République. Oui. Et c'est très intéressant de ramener ça à des questions d'aujourd'hui, parce que nous n'avons plus cette idée de la patrie close.
Et donc, il faut bien qu'elle soit remplacée par quelque chose, c'est-à-dire qu'il y ait une espérance commune d'un vivre ensemble qui ne soit pas enfermé dans une frontière sécurisée. Et au fond, c'est ça que donne l'exemple alors de tous ces engagements des gens, d'ailleurs, à l'intérieur de ces deux guerres, 14-18 et 39-40, parce que ce sont des gens qui avaient déjà cette conscience-là, qui avaient déjà cette conscience de la non-clôture, et que quand on parle de citoyenneté dans l'Hexagone, ça veut dire qu'il faut aussi qu'elle soit dans les colonies. Quand on parle d'égalité, ça veut dire qu'elle soit aussi ailleurs. Et quand on parle d'engagement contre Hitler, ben les jeunes, la génération de Césaire, ils sont là-bas en Martinique, il faut une revue pour dire, nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre, le monde a besoin de nous aussi. Ça n'a pas dérangé Hitler beaucoup, mais cette idée-là, elle est centrale, et j'ai juste un exemple, Haïti, premier pays d'Amérique qui déclare la guerre à l'Allemagne en 1940. Là encore une fois, Hitler sait même pas où c'est, mais on voit bien l'importance que ça a pour des questions d'aujourd'hui, de dire, mais au fond, c'est les droits de l'homme qui sont derrière ça, et que le véritable engagement de ces tirailleurs, on a pu se moquer comme des bananiens qui étaient simplement une chair à canon, non, c'est aussi une conscience. Et on l'a vu en 39-45, l'importance de l'engagement des colonies. Il y avait les guitaristes de la Polynésie, il y avait la grande dissidence aux Antilles-Guyane, et qui était volontaire de la part de ces gens pour dire on va se battre pour une liberté qui va aboutir aussi à nos propres libertés. Autre portrait, celui de Léopold Sédar Senghor, regardez.